Mes amis, je vais m'entretenir avec vous d'un sujet qui n'a jamais été traité et qui, grâce à ce colloque, pourra certainement être exploré dans un proche avenir. Je l'ai intitulé « Mères et survivantes dans la déportation des Juifs de France ». 41 500 hommes et 31 000 femmes ont été déportés et parmi eux 11 000 enfants. Mais si nous les avons classés par sexe, par année de naissance, par tranche d'âge, par nationalité, par département d'arrestation ou par arrondissement pour Paris et par adresse, nous n'avons jamais eu l'idée de dénombrer dans cette masse humaine combien il y avait de mères et combien il y avait de pères. Être père ou mère quand on était déporté supposait différentes situations par rapport aux enfants, selon que l'on partait avec eux ou sans eux. Premièrement, un père ou une mère déporté seul de sa famille allait ignorer généralement jusqu'à sa mort dans le camp ou jusqu'à sa libération si son conjoint et ses enfants avaient échappé ou non à la déportation. Cela a été le cas en particulier des hommes des 6 premiers convois, lesquels avaient emporté 5 800 hommes sur 6 000 déportés. La seconde situation est celle d'un père ou d'une mère déportée, parti avec un ou plusieurs de ses enfants. Soit il ou elle allait être assassiné avec eux dans une chambre à gaz dès l'arrivée, soit s'il était sélectionné pour le travail forcé, il allait apprendre tôt ou tard que ses enfants avaient été immédiatement assassinés. Ces deux situations étaient psychologiquement et affectivement insupportables, et il y en avait une troisième tout aussi intenable. Cette troisième et exceptionnelle situation s'était présentée en France pour 3 000 femmes, dont environ 2 300 mères, et pour 1 millier d'hommes, dont environ 800 pères, enfermés avec leurs 4 000 enfants dans le vélodrome d'hiver, puis transférés avec eux dans les 2 camps du Loiret, Beaune-la-Rolande et Pithiviers. Là, les mères et les pères furent séparés de force de leurs parents en bas âge. Les parents furent déportés avec leurs enfants adolescents, sans savoir si leurs 3 000 enfants en bas âge allaient les suivre ou allaient être épargnés parce qu'ils étaient nés en France et qu'ils étaient de nationalité française par déclaration. C'est cette situation exceptionnelle dont je voudrais vous parler d'abord. Si elle résulte en effet des décisions générales prises par la Gestapo, ces décisions ont été exécutées par les autorités françaises en suivant une méthode correspondant à une logique que chacun pourra apprécier. Il est vraiment important d'apprendre et de comprendre précisément quel fut le sort des milliers d'enfants juifs raflés le 16 et 17 juillet 1942 et de leurs parents. Ils étaient 4 115 enfermés dans le vélodrome d'hiver et âgés de moins de 16 ans. Les 1 129 hommes et les 2 916 femmes qui étaient avec eux étaient âgés de plus de 16 ans. Les familles sont restées groupées au Veldiv avec des enfants ayant les uns entre 16 et 21 ans et les autres moins de 16 ans. Combien étaient les 16 à 21 ans? On peut le calculer par le nombre de ceux de cette tranche d'âge déportés par les 4 convois
13 à 16, partis directement des camps du Loiret entre le 31 juillet et le 7 août, et constitués presque exclusivement d'internés du Veldiv. Ces adolescents étaient environ 400, dont environ 200 filles et 200 garçons. En soustrayant ces jeunes du contingent des adultes et en les considérant comme leurs enfants, puisqu'ils avaient été transférés eux aussi du Veldiv au camp du Loiret, on aboutit à une estimation d'environ 2300 mères et de 800 pères. Il ne faut pas oublier en effet que beaucoup de pères avaient déjà été déportés et arrêtés et déportés lors des rafles du 14 mai 1941, du 20 août 1941. Sur les 8160 internés du Veldiv, 7816 ont été transférés du 19 au 22 juillet dans les camps du Loiret, à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande. Comment s'explique cette différence de 344 en moins? Eh bien, par certains transferts du Veldiv à Drancy, de malades et de cadres particuliers, ainsi que d'évasion et de libération d'internés, épouses et enfants de prisonniers de guerre ou autres situations telles que femmes enceintes ou mères d'enfants de moins de 2 ans. L'intendance de police de la préfecture régionale à Orléans avait 4 convois à remplir. Et Jean Leguet, préfet délégué en zone occupée de René Bousquet, avait fait savoir à la préfecture d'Orléans qu'il fallait garder les enfants jusqu'à nouvel ordre. En effet, le 17 juillet au matin, le commandant SS Herbert Hagen, expert de la question juive et tête pensante du général SS Auberg, avait dirigé une réunion avec les représentants de la police française, conduit par Leguet et par Darquier de Pellepoix, commissaire général aux questions juives. Le sort des enfants avait été fixé au cours de cette réunion. Je rappelle que les SS et la préfecture avaient fait sortir 28 000 fiches du fichier central dans l'espoir de s'emparer de 22 000 juifs adultes. Mais le ministère des Affaires étrangères allemand venait de s'opposer pour le moment à l'arrestation des juifs de nationalité de pays neutres ou belligérants. Il fallait donc obtenir l'arrestation des seuls juifs considérés comme apatrides, car dépourvus de protection diplomatique, c'est-à-dire les ex-allemands, autrichiens, tchèques, polonais, russes et juifs de nationalité indéterminée, ou juifs ayant été dénaturalisés par Vichy et se retrouvant apatrides, ainsi que leurs enfants naturalisés en même temps qu'eux. En effet, les juifs de nationalité française n'étaient pas déportables pour le moment, et depuis l'accord Bousquet-Knochen du 2 juillet 1942, approuvé par Laval et par Pétain lors du Conseil des ministres du 3 juillet. Cet accord permettait aux Allemands de s'appuyer totalement sur les forces de police françaises pour obtenir l'arrestation dans la zone occupée et dans la zone libre de dizaines de milliers de juifs qu'ils ne voulaient ni ne pouvaient arrêter eux-mêmes par manque de policiers allemands et par volonté de ne pas se mettre en avant pour ces opérations embarrassantes qui risquaient de dresser contre eux l'hostilité de la population. Si l'État français de Vichy avait refusé de donner sa police aux Allemands pour faire le sale travail de ramassage des Juifs, la rafle du 16 juillet aurait été impossible à accomplir par les seules forces allemandes. Mais Vichy a dit oui pour le malheur des Juifs et pour le malheur de la France. La marge de manœuvre du gouvernement français était pourtant suffisante pour répondre, ne serait-ce que dans un premier temps,
à ce qui n'était pas un ultimatum allemand et pour refuser de livrer juifs étrangers et juifs français. La meilleure des défenses des juifs français aurait été le refus d'arrêter les juifs étrangers. Mais l'antisémitisme de Vichy était profondément xénophobe et Vichy, tout autant que les chefs SS, voulait éviter une crise franco-allemande créée par la question juive. Vichy, au début de l'été 1942, disposait d'atouts importants pour faire reculer les Allemands. La puissante flotte française qui pouvait quitter Toulon, l'Empire français, encore presque en totalité entre les mains de Vichy, qui le défendait contre les Anglais, la police française qui assurait l'ordre, ainsi que la sécurité des forces occupantes, l'économie qui tournait à plein pour la machine de guerre hitlérienne et le tandem Pétain-Laval qu'Hitler souhaitait garder à tout prix à la tête de l'État français. L'État français n'a pas voulu user de ses atouts pour dire non à la demande allemande de remplir les trains de déportation. Ce qui serait passé en cas de refus ressort de l'histoire-fiction. La réalité historique est que ce sont des policiers français qui, en quelques mois, ont arrêté des dizaines de milliers de juifs, dont des milliers d'enfants, en majorité français, et les ont livrés aux Allemands pour être déportés vers une destination que Vichy savait être extrêmement dangereuse pour les déporter. On ne trouve d'ailleurs aucune trace de demande française aux Allemands au sujet de ce qui est arrivé à ces Juifs déportés, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français. Le 10 juillet, Dannecker, chef du service anti-juif de la Gestapo en France, avait informé Eichmann à Berlin que l'on pouvait s'attendre, après les arrestations d'adultes et de jeunes jusqu'à 16 ans, à ce qu'il reste environ 4000 enfants dont lui-même souhaitait la déportation. D'une part, il demande à Eichmann de lui répondre s'il peut déporter ses enfants de juifs apatrides de la zone occupée à partir du 10e convoi. D'autre part, étant donné que le 4 juillet, Laval avait proposé à Knochen et à Dannecker de déporter les enfants des 10 000 juifs apatrides devant être livrés aux Allemands à Drancy en provenance de la zone libre, Dannecker demande à Eichmann s'il peut déporter ses enfants de zone libre avec leurs parents à partir du 15e convoi. Au cours de la réunion du 17 juillet, le problème pour Hagen était surtout d'empêcher la dispersion des 4000 enfants du Veldiv, et il a obtenu satisfaction, puisque la solution proposée par Darquier de Pellepoix de placer les enfants dans divers établissements de Paris et de sa banlieue a été écartée au profit d'une proposition jugée préférable, ne pas séparer les enfants de leurs parents, les transférer ensemble dans les deux camps du Loiret et en attendant la décision de Berlin à leur sujet, de déporter déjà les 5000 autres juifs parqués à Drancy, raflés le 16 juillet, couples sans enfants et célibataires. Les gestapistes ont noté, je cite, que les représentants de la police française ont exprimé à plusieurs reprises le souhait de voir les convois à destination du Reich inclure également les enfants. Toutefois, l'hypothèse de la séparation des enfants de leurs parents est déjà envisagée au cours de la réunion, dans le cas où parents et enfants ne pourraient être déportés ensemble, faute d'une réponse de Berlin en temps utile. Cette hypothèse deviendra une réalité parce que les chambres à gaz ne sont pas prêtes. Elles ne commencent à fonctionner que le 29 juillet,
pour le 12e convoi. Dans ce cas, il est entendu que les parents seront déportés les premiers. L'hypothèse d'une réponse négative de la part des autorités françaises n'est même pas envisagée. Le 17 juillet, les représentants de la police française ont consciemment saboté toute possibilité salvatrice pour les enfants, telle que la proposition initiale de Darquier, pourtant anti-juif fanatique, mais qui éprouve en la circonstance plus de gêne à réclamer la déportation des enfants que les hauts fonctionnaires. Quant à l'intendance de police à Orléans, elle est confrontée au problème du remplissage des 4 convois qu'elle a la charge de faire partir les 31 juillet, 3, 5 et 7 août des camps du Loiret vers Auschwitz. Elle dispose d'environ 3400 adultes, 2500 femmes et 900 hommes, et d'environ 4400 mineurs de moins de 21 ans, dont environ 400 âgés de 16 à 21 ans, et environ 4000 enfants de moins de 16 ans. Effectivement, sur 4168 partants de ces 4 convois, on compte environ 3300 adultes de plus de 21 ans, 300 adolescents de 16 à 21 ans, mais aussi 570 enfants de 11 à 15 ans. Dans une note du 14 août, l'intendant de police à Orléans a rapporté au préfet régional que le 3 août, il avait adressé au commandant français des 2 camps et au préfet du Loiret une note indiquant de quelle manière devaient être constitués les premiers convois de juifs internés devant être transférés hors de France. Je cite, « J'y avais notamment précisé que pour éviter les séparations, la limite d'âge pouvait être assouplie et que des garçonnets de 12 à 14 ans, assez robustes, pouvaient être admis à suivre les parents. De Pithiviers était parti le premier convoi le 31 juillet et le commandant du camp avait inclus parmi les 1049 déportés où figuraient 114 adolescents âgés de 17 et 16 ans, 34 enfants âgés de 15 ans à 12 ans et parmi eux 6 fillettes. Tous ces déportés de moins de 18 ans, 147, c'est à signaler, étaient choisis nés à l'étranger, sauf 4 nés en France. Volonté des fonctionnaires de police de déporter en priorité les enfants, français ou non, mais nés à l'étranger, plutôt que les enfants français nés en France. Le second convoi du 3 août comportait parmi les 1034 déportés 108 moins de 18 ans. Mais les jeunes de 16 à 17 ans n'étaient plus que 23, alors que ceux de moins de 16 ans étaient 85, et que sur ces 85, 53 n'étaient pas des garçonnets, mais des fillettes. Cela s'explique probablement parce que sur 1034 déportés, 982 étaient des femmes et 52 des hommes, et que des mères ont voulu prendre plutôt leurs filles avec elles et laisser les garçons dans les camps en espérant qu'ils ne seraient pas déportés. Tous les 108 moins de 16 ans étaient choisis nés à l'étranger, sauf 2. Le troisième convoi est parti de Beaune-la-Rolande le 5 août avec 1014 déportés, dont 219 jeunes de moins de 18 ans, tous choisis nés à l'étranger, sauf 26. Ceux de 17 et 16 ans étaient 60. 159 étaient âgés de moins de 16 ans. Parmi ces 159, 78 étaient des fillettes. On constate que les fillettes, autant, sinon plus que les garçonnets, semblaient assez robustes aux responsables français des camps pour s'en aller travailler avec leur mère. Le quatrième et dernier convoi de cette série, parti des camps du Loiret,
a quitté la gare de Pithiviers le 7 août avec 1069 déportés. Ce convoi emportait 299 moins de 18 ans. La tranche d'âge des 17 et 16 ans est très réduite, 9. Les moins de 16 ans sont passés avec ce convoi de 162 à 290. Dans sa note du 13 août, l'intendant de police à Orléans a rapporté au préfet régional, je cite, que cette latitude d'abaisser au-dessous de 16 ans l'âge des déportés avait été largement exploitée par le commandant du camp de Beaune-la-Rolande. Et lors du dernier départ, la police allemande, estimant que le convoi comprenait trop d'enfants, avait exigé au dernier moment le retrait de 160 d'entre eux. La police allemande a déclaré qu'une telle mesure, en principe, n'aurait pas dû être prise sans qu'elle fût consultée et a demandé qu'à l'avenir, l'intendance de police la tienne au courant lorsqu'elle aurait l'intention de prendre des décisions de même importance. C'est seulement le 7 août que l'Office central de sécurité du Reich a informé le service des affaires juives de la Gestapo à Paris de sa décision de déporter les enfants. Mais le destinataire à Paris du Telex de Berlin ne l'a appris que le 12 août, quand il a noté en marge de son Telex du 11 août, où il revenait à la charge auprès d'Eichmann au sujet des enfants, l'Office de sécurité du Reich a déjà fait savoir par Telex du 7 août que les enfants des Juifs apatrides pouvaient être déportés dans des proportions adéquates. La Gestapo à Paris a demandé ce qu'il fallait entendre par là, et l'Office de sécurité du Reich à Berlin a répondu « Ils peuvent être peu à peu répartis sur les convois prévus en direction d'Auschwitz, cependant, il ne faut en aucun cas mettre en marche des convois comportant exclusivement des enfants. » Le 7 août, pour le 4e convoi du Loiret, la Gestapo à Orléans, comme à Paris, ignorait encore la décision de Berlin. C'est pourquoi elle avait réduit le nombre des enfants âgés de moins de 16 ans, mais ils étaient quand même de plus en plus nombreux. Et plus de la moitié des enfants, 168, étaient nés en France. Sur les 290 moins de 16 ans, il y avait 135 garçons et 155 fillettes. Ainsi, on constate que, confrontés au remplissage de ces 4 convois, les responsables français ont pris l'initiative de déporter des moins de 16 ans. La principale raison étant que le nombre des adultes internés était inférieur à 4000. À cela s'ajoutait la pression des mères qui voulaient partir avec leurs enfants, ce qui a eu pour résultat qu'au lieu de 4000 déportés, il y en a eu 4166 et qu'au total, il y a eu autant de fillettes déportées dans ces convois, 285, que de robustes garçonnets, il y en a eu 287. Quant aux 3000 enfants en bas âge, laissés dans une affreuse détresse à la garde d'une centaine de mères de familles nombreuses, il fallait, pour les déporter dans les proportions adéquates voulues par la Gestapo, soit transférer des adultes dans les camps du Loiret, soit transférer les enfants à Drancy, où venait d'arriver le 7 août le premier convoi en provenance d'un camp de la zone libre. On a vu que la Gestapo à Paris n'avait été informée que le 12 août qu'elle pourrait déporter en masse les enfants, et à condition de les répartir dans les convois. Le 15 août arrive à Drancy, en provenance de Pithiviers, le premier convoi d'enfants. Ceux de Beaune-la-Rolande suivront. Au total, 3081 enfants qui partiront de Drancy pour Auschwitz dès le 17 août par le convoi numéro 20, 584 moins de 18 ans,
puis le 19 août, 448 enfants, le 21 août, 605 enfants, le 24 août, 580 enfants, le 26 août, 403 enfants, le 28 août, 287, le 31 août, 72. Au total, 2979 enfants, toujours mélangés avec des adultes en provenance de la zone libre ou de la province de zone occupée. Contrairement à ce que beaucoup croient encore, ce qui pour les victimes se déroulait dans un désordre brutal, la séparation des parents et des enfants en bas âge, tandis que des adolescents étaient déportés avec leurs parents, et que le plus souvent les pères partaient par un convoi, les mères par un autre convoi, et leurs enfants par un ou plusieurs convois, tout cela procédait de la volonté allemande de remplir le programme de 3 convois par semaine, en une période où Berlin n'avait pas encore donné l'autorisation de déporter les enfants en bas âge. S'y ajoutait la soumission des responsables français à l'échelon le plus élevé, n'osant pas s'opposer au SS et retarder le départ des trains en attendant la décision de Berlin pour que les familles puissent partir réunies et choisissant en priorité les enfants nés à l'étranger. Il faut noter le cynisme de Laval qui, le 31 juillet, à Vichy, au Conseil des ministres, fait savoir, je le cite, « Le problème des enfants est réglé, les enfants seront conduits du 8 au 12 août à leur famille. » Comment les mères ont-elles réagi à ces séparations de leurs enfants en bas âge? Je ne veux pas multiplier les témoignages de la détresse et de l'angoisse des mères confrontées à une telle épreuve. Je ne citerai qu'un témoignage individuel, celui de Gustav Zimmelmann, qui exprime certainement ce que ressentaient toutes les mères de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers. Elle espérait encore, 48 heures avant la déportation, que sa fillette Jacqueline, 7 ans, française, pourrait rester en France. Dans une lettre clandestine, elle écrit « Il y a déjà 15 jours, nous avons quitté notre maison et n'aurons pas cru que nous arrivera un si grand malheur. Nous sommes au vélodrome d'hiver et maintenant on nous envoie en Pologne ou en Allemagne. On dit que les enfants seront placés chez leur famille française. Alors j'ai donné l'adresse de ma belle-sœur Simone pour qu'elle la prenne, malgré que nous deux, Jacqueline et moi, nous ne voulons pas nous séparer car nous étions trop attachés l'une à l'autre, car on nous a déjà pris notre mari, notre bien, et maintenant encore cela. Quelle vie brisée! Nous sommes malheureux encore pire que les chiens. Ta sœur est avec nous car maman et papa sont déjà partis hier. On nous déshabille et nous n'avons pas le droit d'amener rien du tout, pas un sou, pas de bijoux, pas des affaires. Je suis devenue complètement blanche. On ne pourra même pas le voir car on nous prend même la glace. Peut-être un jour viendra, on retournera à la maison, mais pour le moment, c'est très triste et nous souffrons beaucoup. Je ne sais pas comment je survivrai le moment de séparation de mon enfant. Gusta a été déporté par le convoi 14. Jacqueline le sera par le convoi 20. Quant au père, il les avait précédés par le convoi numéro 4. Ce témoignage individuel est confirmé par celui de Lucie Brauman, internée à Pithiviers, et qui décrit la réaction collective des mères après le départ de Pithiviers du convoi qui a emporté Gustav Zimmelmann le 3 août. Je le cite. « Il y a eu un départ, femmes et hommes et enfants de 13 à 15 ans, mais principalement des femmes polonaises laissant leurs enfants ici. Vous avez lu à 16 ans La case de l'oncle Tom. Vous avez pleuré en pensant à ces choses horribles, la séparation des familles, l'arrachement des mères aux enfants, la transplantation d'un milieu connu dans un milieu inconnu, en vous disant que c'était une chose passée que vous ne verrez jamais. Pour moi,
j'ai pleuré d'horreur, de haine, contre les lâches qui ordonnent ces horreurs, contre les lâches aussi qui les font, qui les exécutent. Ces derniers sont des Français. Les uns le font avec quelques sentiments de honte, mais certains, la minorité, emploient toujours cette même brutalité qui est de bon ton, avec un peuple misérable et grouillant. Il faut que vous racontiez à tous ces femmes, véritables folles, qui hurlent. Elles ont raison, il n'y a que ça qui fasse comprendre, qui hurlent adieu à leurs enfants de 4 ans, de 10 ans, de tous les âges que l'on leur arrache. Vous avez entendu les mugissements des vaches qu'on sépare de leurs veaux, et cela vous a percé le cœur. Hier, c'était d'un côté les cris, les crises nerveuses des enfants réclamant leur mère, de l'autre, les mères bramant leur désespoir. Nous allons maintenant suivre ces 2300 mères de ces 4 convois jusqu'au camp d'extermination de Birkenau pour tenter de découvrir quelles ont pu être leurs réactions collectives quand les 1208 survivantes de la sélection sur les 2248 déportés de sexe féminin ont appris que leurs enfants les avaient suivis dans 6 convois, dont le premier était parti de Drancy le 17 août, 10 jours seulement après le départ du dernier convoi des mères. 10 jours seulement entre le 7 et le 17 août. Ce millier de mères, aptes au travail forcé et laissées en vie, ne pouvaient ignorer que les enfants de France, leurs enfants, étaient arrivés massivement et tous aussitôt gazés dans les bunkers 1 et 2. 2805 enfants exterminés immédiatement. Dans des conditions que nous ignorons, car il n'y a pas eu de témoignage à ce sujet, les mères se sont laissées tuer ou mourir. Elles ont renoncé volontairement ou non à leur instinct de survie. Il n'y eut que 13 survivantes sur les 1208 sélectionnées pour travailler, et sur les 13 survivantes, seules 6 étaient des mères dont les enfants avaient été arrêtés avec elles. Personne n'a recueilli les témoignages de ces 6 rescapés. L'amour maternel, en tout cas, a été si puissant que seules 6 mères sur environ 1 millier en vie ont survécu à la certitude que leurs enfants avaient été assassinés dans de terribles conditions. Sur 1 millier d'hommes des convois 13 à 16, presque tous étaient entrés dans le camp de Birkenau pour le travail forcé. Et sur ces 992 hommes, il y eut 29 survivants, dont 20 pères. Les déportés hommes avaient la même connaissance du sort de leurs enfants que les mères. Plus de pères que de mères se sont accrochés à la vie. Ce n'est pas une constatation surprenante, puisqu'on la retrouve dans les catastrophes, telles que les naufrages ou les incendies. Il faudra évaluer avec précision le nombre des mères dans les 27 convois qui, en 1942, ont suivi ces 4 convois dont je viens de parler, où elles constituaient un groupe de mères compactes. Environ 1500 mères allaient être déportées avec leurs enfants, au nombre de 2657 dans les 27 convois ultérieurs de l'année 1942. Dans ces 27 convois, les mères partaient avec leurs enfants arrêtés avec elles. La méthode criminelle des SS était telle que pour éviter les désordres à l'arrivée à Birkenau, ils ne séparaient pas les mères des enfants et les dirigeaient ensemble à la chambre à gaz. La suite des convois de l'année 1942 confirme les constatations faites pour les 4 premiers convois dont je viens de parler. Dans ces 27 convois, il y avait 13 000 hommes, dont environ 6 000 ont été laissés en vie, soit dans les camps de travail forcés de Haute-Silésie, soit à Birkenau.
700 d'entre eux ont survécu, tandis qu'environ 11 000 femmes ont été déportées par les mêmes 27 convois, que 1900 d'entre elles ont été laissées en vie après la sélection à Birkenau. Sur ces 1900 laissées en vie, 13 femmes seulement ont survécu, dont 3 mères. 700 survivants pour les hommes, dont un nombre encore inconnu de pères, mais qui devait avoisiner, sinon dépasser 200. 13 survivantes pour les femmes, dont 3 mères. La différence dans le taux de survie entre hommes et femmes est très nettement plus forte que dans les 4 convois qui ont précédé les 27. Parce que dans ce groupe de 27 convois, à la différence de celui des convois 13 à 16, les mères ont été assassinées en même temps que leurs enfants. Je ne donnerai qu'un aperçu du sort des mères déportées en 1943 et en 1944. Premièrement, en ce qui concerne les mères déportées avec leurs enfants, c'est la suite de ce qui s'est passé pour les mères de 1942 qui étaient dans la même situation. Étant donné la méthode criminelle des SS, elles étaient, sauf exception, immédiatement et simultanément assassinées avec leurs enfants pour ne pas créer de désordre à l'arrivée des convois. Deuxièmement, il y avait moins de mères, parce que statistiquement, dans les 17 convois de 1943 et les 12 convois de 1944, il y avait moins d'enfants qu'en 1942, 1824 et 2298, au total 4122 enfants, alors qu'en 1942, il y avait eu 6518 enfants déportés. On peut évaluer le nombre de mères déportées avec leurs enfants dans les années 43 et 44 à 3000 au total, environ 1500 pour chacune de ces années. Troisièmement, le nombre de femmes sélectionnées pour le travail forcé reste stable en 1943, 1500 sur 6500. Mais le nombre de survivantes augmente nettement par rapport aux 9500 hommes et par rapport à 1942. 472 survivants hommes et 145 survivantes, dont 111 pour 3 convois successifs, où le nombre de survivantes a dépassé pour la première fois le nombre de survivants. En 1944, 7750 hommes sont déportés et 6600 femmes. À la sélection, 2548 hommes sont laissés en vie, ainsi que 1342 femmes. Mais le nombre des survivantes, 959, dépasse celui des hommes, qui est de 736. Quatrièmement, en 1944, les conditions de survie pour les femmes sélectionnées pour le travail se sont améliorées. Les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre, même féminine, et ils ne l'ont pas anéanti au rythme de 1942 dès l'arrivée à Birkenau. Il y a eu aussi des transferts importants de femmes en octobre-novembre 1944 d'Auschwitz-Birkenau vers Bergen-Belsen en wagon couvert, ainsi que vers des usines en Bohême-Moravie où les conditions de survie étaient nettement meilleures. Cinquièmement, les familles juives en France avaient appris en 1943 et 1944 comment protéger leurs enfants en les confiant à des réseaux juifs ou non juifs, ou à des œuvres ou à des familles non juives. Ainsi, des mères déportées sans leurs enfants et ayant survécu à la sélection ont pu garder l'espoir et la force de les retrouver. Il va falloir beaucoup travailler sur les listes de déportation pour affiner ces chiffres et en tirer de surconclusions. J'en ai quand même 2 à proposer.
L'instinct maternel, dans des conditions paroxystiques, est plus fort que l'instinct paternel, comme l'établit le nombre de mères déportées avant que leurs enfants ne le soient aussi, qui l'ont appris sur place et qui ont survécu, ainsi que le nombre infime de mères ayant survécu après avoir été déportées avec leurs enfants. Au total, en 1942, 9 mères survivantes sur environ 4000, et nous saurons bientôt, quand nous aurons travaillé, combien de mères auront survécu en 1943 et 1944, et combien de pères ont survécu dans ces 3 années si tragiques. Plutôt que de vous énumérer des témoignages sur les innombrables situations dans lesquelles ont été plongées les mères dans la Shoah et quelles ont été leurs réactions, j'ai préféré vous fournir des données que j'espère valables sur ce que l'on peut savoir sur le nombre de femmes déportées qui étaient des mères dont les enfants ont été eux aussi déportés, sans elles ou avec elles. Ce n'est qu'un début de cette exploration et je me promets de replonger dans les listes de déportation pour obtenir des chiffres très précis qui aideront probablement les psychologues dans leurs travaux. Cette recherche sera peut-être une des ultimes contributions que je rendrai à l'étude rigoureuse de la déportation des Juifs de France, déportation à laquelle j'ai échappé grâce au sacrifice de mon père, puis grâce au sang-froid de ma mère qui a réussi à protéger ses enfants.